Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc un journal exceptionnel que nous vous présentons ce soir. Exceptionnel parce que l'événement que nous vivons est lui-même historique. Il y a 20 ans tout juste, 6 chefs de gouvernement, un peu incrédules mais très enthousiastes, signaient, vous l'avez vu, le traité de Rome. 20 ans après, les 6, auxquels se sont adjoints 3 autres partenaires, se retrouvent à Rome pour un sommet de travail. Et pour la circonstance, Antenne 2 s'est également déplacée dans la capitale italienne. Aussi ce soir, verrez-vous un journal franco-italien. Jean-Pierre Elkabbach à Rome parlera de l'esprit européen et interrogera dans quelques minutes Valéry Giscard d'Estaing sur le sujet. Et ici, je vous donnerai l'actualité française et internationale. D'abord donc, le sommet de Rome, bilan de la première journée avec notre envoyé spécial Daniel Bilalian. Toutes les grandes réunions internationales commencent par un ballet de motards et de portières. La conférence européenne de Rome n'a pas failli à cette tradition. Dès leur arrivée ce matin, les chefs d'État ou de gouvernement des 9 ont assisté à la cérémonie commémorative du 20e anniversaire du traité de Rome, signé ici au Capitole le 25 mars 1957. Cet anniversaire tombe à un moment où la communauté traverse une crise profonde, montée du chômage, désaccords monétaires, difficultés politiques intérieures pour plusieurs de ses responsables. Autant d'obstacles à un véritable redémarrage de l'Europe. Après les cérémonies protocolaires, les discussions ont véritablement commencé en début d'après-midi au Palais Barberini. Avec, d'entrée, un premier différend qui marque bien la dégradation des rapports entre les partenaires. À l'occasion du prochain sommet des pays industrialisés à Londres, la France voudrait que la communauté ne soit représentée que par M. Callahan, à la fois Premier ministre anglais, mais aussi, cette année, président du Conseil européen. Mais ceux qu'il est convenu d'appeler les petits pays, comme le Luxembourg ou les Pays-Bas, ne sont pas d'accord. Ils veulent que le président de la Commission européenne, un autre anglais, M. Jenkins, soit également présent. Une querelle que l'on peut juger sans grande portée, mais qui risque d'occuper une partie du temps des 9 réunis jusqu'à demain à Rome. Ici, sur notre écran, Jean-Pierre Elkabbach qui s'est tout à l'heure entretenu avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est plutôt indifférent parce qu'ils ont d'autres soucis. Pourquoi le faites-vous? D'abord, êtes-vous sûr que ça laisse les Français indifférents? Je ne sais pas, les Français font partie du monde contemporain. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais la vie internationale ne se règle pas sur les échéances de la politique intérieure de tel ou tel pays. Or, nous allons avoir un printemps très chargé du point de vue international, puisque je vous rappelle que successivement, nous avons à l'heure actuelle ce Conseil européen à Rome, que nous allons avoir dans quelques semaines le sommet des pays industrialisés, la première rencontre avec le nouveau président des États-Unis, que nous allons avoir ensuite le dialogue Nord-Sud entre les pays riches et les pays en développement qui se tiendra à Paris à la fin du mois de mai et que nous aurons enfin la visite de M. Brejnev. Donc ça fait effectivement un calendrier international chargé. Et vous voulez que nous suivions les déplacements ou les préoccupations des chefs d'État en pensant que c'est peut-être une solution au problème d'inflation, de chômage? Alors c'est très étroitement lié au problème d'inflation et de chômage. Nous avons passé 3 heures cet après-midi à parler de ces problèmes d'inflation et de chômage en Europe. Et d'ailleurs, nous avons mis l'accent sur ce qui va être un point central de la politique européenne, et je vous dirais de la politique française, qui est le problème de l'emploi des jeunes. Et nous avons examiné les moyens par lesquels les ressources européennes pouvaient contribuer à apporter une solution à ce problème essentiel de l'emploi des jeunes. Parce qu'il peut sortir de vos conversations une sorte de politique commune ou pas encore? Il va sortir sur certains points une politique commune. Vous savez que la situation des différents pays européens est très différente. À l'heure actuelle, la France se situe dans la moyenne, et je dirais maintenant, grâce à ce qui s'est passé depuis 6 mois, dans la bonne moyenne. Mais il y a par contre un problème commun, c'est que le taux de chômage est pratiquement identique dans tous les pays d'Europe. Que ce soit des pays sans inflation, comme l'Allemagne fédérale, ou des pays avec une forte inflation, comme la Grande-Bretagne et l'Italie, pratiquement le taux de chômage est le même. Et donc ce problème du chômage et de l'emploi des jeunes et des femmes est un domaine dans lequel il peut y avoir, à mon avis, une action concertée européenne. Les principaux dirigeants de l'Europe qui étaient avec vous ici dans la salle qui est à côté ont des difficultés, ont une évolution qui est plutôt difficile. Oui. Comment répondre à cela? Est-ce qu'il faut attendre des renversements politiques ou au contraire imaginer d'autres solutions? Je dirais 2 choses. D'abord, ce sont des pays démocratiques. Et les pays démocratiques connaissent toujours, naturellement, une vie politique plus active et donc plus exposée que les autres. Et deuxièmement, c'est l'occasion de rappeler que
l'Europe vient de traverser, et traverse encore d'ailleurs, une crise économique extrêmement sévère. Et l'effet des crises économiques, c'est d'agir sur les dirigeants, je dirais, quelle que soit leur tendance. Alors, à l'heure actuelle, les difficultés, par exemple, de la Grande-Bretagne, c'est les difficultés de son gouvernement travailliste, donc socialiste, avec au contraire une montée des conservateurs. Si vous prenez la situation de l'Allemagne fédérale, c'est un peu la même évolution qu'on observe. Ailleurs, en Italie, c'est une évolution différente. Mais c'est fondamentalement la crise économique, et je dirais aussi la crise sociale, qui a atteint l'ensemble des gouvernements. Alors, sur le plan des conversations que vous avez ici, Monsieur le Président, la France ne veut pas que la communauté soit représentée en tant que telle, d'après tout ce que j'entends, à Londres, au sommet de Londres, qu'elle assisteront les Américains. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi donnez-vous une impression d'en faire une question de principe, alors qu'un certain nombre de pays critiquent la position de la France pour cela? Non, mais parce que c'est une question tout à fait simple, c'est une question de principe, et ça n'est pas rendre service à l'Europe, d'ailleurs je l'ai écrit différents chefs d'État et de gouvernement, que de créer la confusion sur les fonctions européennes. La réunion de Londres, qu'est-ce que c'est? Une réunion de chefs d'État. Or, la Commission européenne n'a pas, par sa vocation, par le rôle que lui donne le traité, une mission de chef d'État. Les chefs d'État européens, ce sont les chefs d'État, et lorsqu'ils se réunissent entre eux, leur président, c'est le président du Conseil européen en exercice. À l'heure actuelle, c'est notre collègue, le président britannique. Et donc, puisqu'il s'agit d'une réunion de chefs d'État, la Commission, en tant que telle, n'a pas à en faire partie. Alors par contre, naturellement, s'il y a des questions qui sont discutées, qui sont des questions sur lesquelles la communauté a décidé d'avoir une attitude commune, prendre un exemple, le dialogue Nord-Sud, alors la question peut se poser. Mais c'est une participation de la Commission à certaines délibérations, ça n'est pas la participation de la Commission en tant qu'État supplémentaire, si vous voulez, de la conférence de Londres. Alors je vais être aussi simple, est-ce que ça peut s'arranger? Est-ce que ça peut être accepté? Oui, c'est-à-dire que sur le plan des principes, la position française sera cohérente et constante. Car à partir du moment où il s'agit d'une conception de l'Europe, je vous rappelle, ça n'est pas rendre service à l'Europe que d'organiser la confusion des fonctions. Et donc sur ce point, ma position sera ce qu'elle est. Par contre, sur le plan technique, sur le plan des dossiers qui intéressent l'Europe en tant que telle, on peut en effet trouver des formules. Monsieur le Président, sur le plan de la France, comment montrerez-vous à ceux qui en doutent que le Parlement européen élu au suffrage universel n'est pas un piège pour notre indépendance? Mais ce n'est pas un piège pour notre indépendance parce que ce Parlement a des compétences tout à fait précises. J'aurai l'occasion, je reviendrai sur ce sujet pour bien expliquer les choses à l'opinion française. Nous avons deux mouvements à accomplir. D'une part, l'intégration économique de l'Europe, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe, au lieu d'être coupée en morceaux, soit une grande unité économique permettant aux marchandises de circuler, et en particulier à nos exportations de se faire. Je vous rappelle que 2/3 des exportations agricoles françaises se font dans le marché commun, et seulement 1/3 à l'extérieur. Ça, c'est l'intégration économique. Et d'autre part, c'est la coopération politique aboutissant à la confédération européenne, c'est-à-dire au fait que l'Europe, en conservant la personnalité de ses États, notamment la personnalité historique de la France, puisse néanmoins intervenir en tant que telle dans les grands débats mondiaux. Et donc il faut avoir là-dessus une position tout à fait claire et cohérente, c'est la nôtre. Alors il a été prévu que l'Assemblée parlementaire européenne, qui a des fonctions précises, qui sont des fonctions qu'elle exerce déjà, parce que cette Assemblée existe, au lieu d'être désignée par les parlements, ce qui est un procédé, je dirais, tout de même artificiel, indirect, de désignation d'une assemblée, sera au contraire élue au suffrage universel. Et ceci figure dans le traité de Rome, que nous avons signé il y a 20 ans et a été repris à plusieurs reprises dans des discussions européennes, et notamment la dernière fois en 1969, du temps du président Pompidou. J'ai noté une phrase du président italien Leone ce matin. Ici, disait-il, l'Europe est pour tous, y compris les socialistes et les communistes, un motif de convergence et non un sujet d'affrontement. Pendant l'année qui vient, est-ce qu'il peut y avoir en France des terrains ou des motifs de convergence? Oui, d'abord il faut noter quelque chose, c'est que l'accord en question vient d'être ratifié par les deux chambres italiennes, par la Chambre des députés, je crois que c'était en décembre dernier, et par le Sénat précisément hier. Et il a été ratifié à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les partis, communistes compris, ont voté en faveur de ce traité. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi les communistes italiens ont voté pour, en trouvant en effet que c'était une solution raisonnable et pratique, et pourquoi les communistes français, qui par ailleurs les rencontrent, nous expliquent que ce serait un abandon de l'indépendance nationale. Tout ceci procède en réalité d'une volonté de déformer le contenu du dossier. Vous savez d'une part que j'ai saisi le Conseil constitutionnel, qui a constaté que c'était compatible avec notre Constitution, et d'autre part, je vous répète, il s'agit de faire fonctionner l'Assemblée telle qu'elle est prévue par le traité de Rome. Même si vous ne l'aurez pas, c'est une unanimité que vous souhaiteriez au Parlement français?
Je crois qu'au Parlement français, après que des explications ont été données non pas dans un esprit de polémique, mais dans un esprit d'explication et de persuasion, je crois que nous pouvons espérer avoir une large majorité. Monsieur le Président, les Français vous regardent et ils constatent que sur le plan de la politique étrangère, vous le dites souvent, vous ne transigez pas, vous ne changez pas. Est-ce que c'est la même chose sur le plan de la politique intérieure? Et d'autre part, est-ce qu'on peut, ou ils peuvent s'attendre à des prochaines ou de très prochaines initiatives de votre part? Ils peuvent s'attendre à de prochaines initiatives. Est-ce que vous recevrez bientôt le maire de Paris? Vous parlez du maire de Paris, vous parlez de l'élection qui a eu lieu aujourd'hui. Alors je vous dirais d'abord que cette élection du maire de Paris, c'est l'aboutissement d'une promesse que j'avais faite au moment de la campagne présidentielle où j'avais annoncé le changement du statut de Paris. Et c'est l'aboutissement d'une réforme que j'ai voulue en 1975 et 1976, qui est de donner à Paris, aux Parisiennes, aux Parisiens, un statut de plein exercice comme les autres municipalités françaises. Et c'est tout de même pour moi un événement de penser que après maintenant 106 ans, sans maire, grâce à l'action de réforme dont j'ai pris l'initiative, Paris a son maire. Et d'autre part, je me réjouis que ce maire soit un maire de la majorité, tel qu'il a été élu ce matin. Alors je le recevrai en effet la semaine prochaine. Que faudrait-il à la fois aux nations et aux dirigeants pour répondre aux temps d'incertitudes dans lesquelles nous allons commencer à entrer, où nous sommes peut-être déjà? Je crois qu'il faut à la fois beaucoup de réflexion et beaucoup de détermination. Il faut d'abord regarder les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas se raconter des histoires, il ne faut pas se tromper sur la nature des problèmes. Il faut être courageux lorsqu'on examine une situation. Et il faut en même temps une détermination, c'est-à-dire qu'il faut choisir où l'on va, décider d'y aller, et ensuite prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Quels que soient les aléas de toutes sortes. Eh bien oui, quels que soient les aléas de toutes sortes. Et c'est ce qui fera l'objet des initiatives dont vous me parliez tout à l'heure. Quand vous partirez de Rome, vous aurez l'impression que ce sommet aura servi à grand-chose après l'anniversaire de 20 ans? Oui, je peux vous dire aujourd'hui, dès à présent, que ce sommet aura été utile sur 2 points. Certainement, la conception commune de la lutte contre le chômage et pour l'emploi des jeunes, et d'autre part, un progrès significatif en ce qui concerne le très important dialogue Nord-Sud. Ce qui fait que même s'il n'y avait que cet après-midi, ce sommet aura été utile et nous poursuivrons, comme vous le savez, les travaux demain matin. Monsieur le Président, je vous remercie. Nous suivrons vos initiatives, celles que vous annoncez. Maintenant, le reste de l'actualité et tous les autres événements, vus de Paris, Patrick Poivre d'Arvor. Alors précisément, vous le disiez, Jean-Pierre Elkabbach et le président Giscard d'Estaing le confirmaient, l'événement de la journée à Paris, c'est un événement attendu, car prévu depuis dimanche, mais un événement qui fera date, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis un siècle. Un vrai maire à Paris. À 10 h ce matin, Jacques Chirac s'est installé dans le fauteuil laissé vacant par le dernier maire de ce nom, Jules Ferry. C'était en 1871. Entre-temps, il est vrai, il y avait eu beaucoup de présidents du conseil municipal. Le dernier en date est mort il y a 1 mois et demi. C'était Bernard Lafay, à qui Jacques Chirac a rendu hommage. Tout de suite après une première décision anecdotique, mais inattendue, on ne fumera pas à l'hôtel de ville pendant les séances du conseil municipal. L'élection. Bien sûr, les 109 conseillers de Paris étaient tous présents ce matin à l'hôtel de ville. Comme prévu, dès l'ouverture de la séance, 2 candidats se sont fait connaître, Jacques Chirac et Henri Fisbin. Et comme prévu, un seul tour a suffi pour les départager. Ce qui n'était pas prévu, c'est d'abord la présence de 2 bulletins blancs dans l'urne, un mystère, et puis c'est aussi la petite erreur. Suffrage exprimé, 107. Majorité absolue, 54. Ont obtenu M. Jacques Chirac, 57 voix élues. M. Fisbin, 40 voix. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance. Il y a une erreur. J'ai 67 votants pour M. Jacques Chirac. Mais je voudrais qu'aujourd'hui le premier geste de notre conseil et du maire que vous avez bien voulu élire soit consacré à l'hommage que nous devons au dernier des présidents de notre Assemblée dans son ancien statut, c'est-à-dire à Bernard Lafay. Après quoi, la passation de pouvoir a eu lieu dans le bureau du préfet Tolel,
le préfet qui quittait l'hôtel de ville accompagné par le nouveau maire. Pendant ce temps, une centaine d'ouvriers du livre manifestaient. Vite refoulés par un service d'ordre important, ils se dispersaient sous l'œil d'Étienne Marcel, le premier maire de Paris. Immédiatement dans la foulée de l'élection du maire, on a voté pour les 18 adjoints. Le numéro 1, ce sera Christian de la Malène, puis Jean Tibéry, Raymond Bourgine, Gabriel Casperette et Nicole de Hautecloque, des têtes connues, à l'exception de Raymond Bourgine, le directeur de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et membre du CNI, le Centre national des indépendants. L'ancien préfet de la région parisienne, Maurice Doublet, sera directeur de cabinet de Jacques Chirac. Le maire de Paris a reçu 3 télégrammes de félicitations cet après-midi. L'un par rancunier de Michel Poniatowski, le second de Raymond Barre et le troisième du chef de l'État lui-même de Rome. Je vous rappelle d'ailleurs que Jacques Chirac répondra mardi prochain, donc à l'invitation du président de la République. Ce sera une visite protocolaire. Ensuite, le nouveau maire de Paris pourra se pencher sur les comptes de la ville et y découvrir que s'il a beaucoup d'argent, il n'a peut-être pas tous les pouvoirs qu'on imaginait lorsque fut votée la réforme du statut de Paris. Pour l'essentiel, Jacques Chirac devra exécuter le budget de la ville de Paris, voté par l'ancien Conseil en décembre 1976. La ville de Paris, c'est d'abord un gros employeur, près de 35 000 agents. Tous ne portent pas l'uniforme, il y a aussi les infirmières, les architectes, les jardiniers, les éboueurs ou les professeurs de musique. La ville de Paris dépense aussi 15% de son budget pour l'action sociale. Autre chose qui coûte cher aux Parisiens, le nettoiement. Et aussi le déficit des transports parisiens, et la police, 200 francs par habitant et par an, 60 fois plus que pour les habitants des autres villes. Restent les dépenses d'investissement, au total, 1 milliard de francs par an. Par exemple, la construction d'une dalle jardin au-dessus de la gare Maine-Montparnasse, mais aussi de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles maternelles et primaires, sans oublier l'opération des halles ou encore l'aménagement de couloirs réservés aux autobus. Jacques Chirac exercera également son pouvoir financier sur les sociétés d'économie mixte, celles des halles notamment, et surtout, il participera à l'instruction de près de 15 000 dossiers d'autorisation de construire ou de démolir dans Paris. Tandis que le Paris politique bruit toujours de rumeurs sur un éventuel remaniement ce week-end, Raymond Barre recevait à déjeuner les jeunes députés de la majorité, les membres du groupe d'animation et de proposition. Un déjeuner où l'on devait beaucoup parler de la cohésion indispensable de cette majorité après les municipales, mais aussi de la jeunesse des hommes politiques. Est-ce que le Premier ministre vous a parlé du renouvellement des leaders? Car visiblement, on en manque. Il nous a parlé du renouvellement de la majorité. Il nous a dit que si les socialistes avaient gagné, c'est sans doute parce qu'ils avaient mis en place des garçons de 30-35 ans, inconnus il y a quelques années, mais qui apparaissaient aux yeux de la population comme un élément formidable de renouvellement. Et que la majorité puisse elle-même se renouveler, et que les états-majors comprennent qu'après 20 ans, il est nécessaire de changer les hommes et de mettre en place des gens qui présentent un visage rénové aux yeux de l'électorat, ça nous paraît fondamental, et le Premier ministre nous l'a dit, peut-être avant même que nous lui posions la question. Mais alors comment obtiendrez-vous des chefs de vos partis qu'ils vous écoutent, au moins sur ce point? Le Premier ministre nous a écoutés, et je pense que le Président de la République et M. Jacques Chirac, ensemble, le comprendront. On a beaucoup parlé du regroupement des républicains indépendants, des centristes et des radicaux. Est-ce que vous estimez possible la création d'un parti libéral? Je ne crois pas du tout à toute formule de regroupement, je crois à des formules d'unité quand les faits les imposent. Et les faits imposent pour l'instant l'unité de la majorité. Que dans l'unité de la majorité, les républicains indépendants, les centristes puissent ensemble jouer un rôle plus actif, c'est mon souhait. Mais que l'unité de la majorité d'abord se fasse. Autrement dit, vous ne croyez pas à un parti libéral? Je vous ai jamais dit cela. Deuxièmement, je ne vois pas la nécessité de créer pour la France un parti libéral. Dernière notule politique, les radicaux se sont prononcés aujourd'hui très nettement en faveur d'élections anticipées et pour un retour au scrutin à la proportionnelle. Je parle bien sûr des radicaux de la majorité. L'étranger, toujours la violence au Congo. L'ancien président de la République, Massemba Deba, a été exécuté ce matin à Brazzaville. On lui reprochait d'avoir trempé dans l'exécution de son successeur, le président Ngouabi. Le Portugal, un petit remaniement ministériel, départ d'un ministre et de 10 secrétaires d'État.
Et puis en Suisse, l'émotion de 2 députés inquiète de la construction de la centrale nucléaire de Fresse-Malville, à 85 km de leur frontière. Ils estiment cela dangereux pour la Suisse. Et on n'imagine pas combien ces problèmes d'environnement sont brûlants dans de nombreux pays européens. L'exemple le plus significatif étant sans doute celui de la Suède. Un gouvernement est déjà tombé à cause de cela, celui de M. Olof Palme. Un autre pourrait bien lui aussi tomber, celui de M. Fälldin. Tout cela à cause de la construction de 2 centrales nucléaires, une affaire qui risque de briser, pour l'instant, la coalition au pouvoir. C'est que le nucléaire, c'est pas seulement la peur de la radioactivité, la peur des déchets. Il y a quelque chose de dangereux et d'invisible dont on a peur. Vous avez des inquiétudes à cause de l'énergie nucléaire? Oui, beaucoup. Et je ne l'aime pas du tout. Il est sain, oui. À l'automne dernier, cette peur du nucléaire a finalement coûté les élections au Parti social-démocrate de M. Palme, qui promettait d'aller de l'avant avec la construction de centrales atomiques, alors que ses adversaires, les centristes de M. Fälldin, promettaient d'en arrêter la construction. Quand même, nous avons perdu très peu, n'est-ce pas? Et au final de la campagne, c'était naturellement la question nucléaire qui a décidé le marginal suffisant. Pourquoi cette phobie antinucléaire? Parce que les Suédois, comme tous les Scandinaves, tous les Nordiques, adorent la nature et sont prêts à tout, ou presque tout, pour la protéger. Le pays est vaste, il est très beau, il vaut la peine d'être préservé. Seulement, la Suède, grande puissance industrielle, a d'énormes besoins d'énergie, et qui dit énergie, dit risque de pollution. Actuellement, la Suède tire 30% de son énergie, sous forme d'électricité, de centrales hydrauliques, idéalement non polluantes, mais 70% de centrales qui fonctionnent au carburant appelé fossile, c'est-à-dire essentiellement au pétrole, que la Suède importe en totalité puisqu'elle n'en produit pas une goutte. Le projet nucléaire suédois, tel qu'il est voté par le Parlement, consiste à créer au total 13 centrales, ou plutôt 13 réacteurs atomiques. 5 fonctionnent déjà, d'autres sont en construction, y compris les numéros 6 et 7 à Forsmark, à 150 km au nord de Stockholm, sur la côte est de la Suède. Au total, avec les 13 centrales, et compte tenu des besoins croissants d'énergie, plus 7,5% par an, le nucléaire devrait couvrir, en 1985, 40% des besoins en énergie, l'hydroélectricité 40%, il ne resterait alors que 20% à tirer du pétrole, ce qui serait acceptable. Tout ça coûte très cher. La Suède a déjà engagé des dizaines de milliards de couronnes, la couronne suédoise vaut à peu près 1,20 franc, dans la construction nucléaire. Arrêter les travaux de Forsmark 1, qui doit fonctionner en 1978, de Forsmark 2, prévu pour 1980, est-ce possible? Oui, disent les anti-nucléaires, il y a d'autres solutions. À la longue, d'autres solutions s'imposeront dans le domaine des énergies renouvelables, énergie éolienne, énergie des vagues, géothermie, pyrolyse. C'est dans cette direction que je vois l'avenir. Et nous espérons de notre part que les progrès techniques vont avancer et alors éliminer les dangers, les incertitudes qu'on a encore. Parce que nous voyons mal comment l'industrie suédoise pourrait continuer sans cette source d'énergie et aussi bien sûr comment l'emploi pourra être soutenu à ce niveau très élevé que nous avons jusqu'ici en Suède. Oui. Et moi personnellement, et beaucoup de monde avec moi, disons 5 millions de Suédois, croient que Fälldin a raison et qu'il ne va pas changer d'avis. En Suède, le débat reste ouvert. Il conduit à une réflexion sur l'avenir de la société industrielle. Doit-elle nécessairement être en perpétuelle expansion? A-t-elle atteint un point où elle peut se permettre d'arrêter? Là-dessus, la Suède reste partagée.
Voilà, avant de revenir à Rome, 2 décisions de justice en France. L'évacuation du musée automobile des frères Schlumpf à Mulhouse, décidée par le tribunal des référés. Et puis surtout le verdict dans l'affaire Villequet. La cour d'assises de Paris a condamné Jean-Charles Villequet à 20 ans de réclusion criminelle et sa femme Martine à 5 ans de la même peine. Comme promis, nous revenons à Rome avec Jean-Pierre Elkabbach. Bonsoir à nouveau. Je vous rappelle que nous réalisons en direct ce journal d'Antenne 2 à Rome pour une double raison. D'abord, le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des 9, c'est un anniversaire. Nous en avons parlé, nous en reparlerons demain à 13h et dans le journal de 20h. La seconde raison de notre présence à Rome est liée à l'évolution politique et sociale de l'Italie. Elle mérite d'ailleurs de très longs développements, nous y reviendrons plusieurs fois. Mais déjà, on peut dire que moi je connaissais Rome, je suis en train de la retrouver plus désordonnée, plus sale, une situation qui se dégrade peut-être, mais je la trouve aussi plus vivante, en tout cas en train de devenir autre sous ses beautés et ses charmes traditionnels et incomparables. La contestation se développe contre le régime, contre les partis traditionnels et contre la société. Vous y vivez, Victor Bramant. Alors, le mouvement étudiant est un peu en ce moment en train de se calmer, mais il peut reprendre évidemment dans les prochains jours, puisqu'on va connaître le projet de réforme de l'université qui prévoit une sélection à l'entrée des études supérieures. Les étudiants disent que ce n'est pas une sélection, c'est une discrimination. Et puis, ce n'est pas seulement une question de réforme universitaire. Les étudiants italiens actuellement se considèrent comme de futurs chômeurs. Alors, ça se place sur le plan social. Les étudiants contestent en particulier toutes les mesures d'austérité qui ont été prises par le gouvernement démocrate chrétien de M. Andreotti. Mais ce qui se passe, c'est que les communistes soutiennent le gouvernement Andreotti. Ce qui fait que l'ennemi numéro 1 des étudiants, ce n'est plus la démocratie chrétienne, c'est le Parti communiste italien. Apparemment, Victor Bramant, il n'y a pas d'opposition, ou alors elle est vraiment dans la rue. La vie politique en Italie semble complètement bloquée. La démocratie chrétienne n'a plus une majorité suffisante pour gouverner. Les communistes ne veulent plus être dans l'opposition, ils veulent partager les responsabilités du pouvoir. Alors, c'est là le résultat le plus important qu'on constate actuellement en Italie. Il n'y a pas d'opposition, effectivement. Et à qui profitent ces désordres ou ces violences? Ça profite à la rue, disons. Enfin, il y a eu aussi des sondages, évidemment, puisqu'on a parlé d'élections anticipées. En Italie, il y a eu cette probabilité. Et puis les sondages affirment que le Parti communiste italien perdrait actuellement 10% de voix, alors qu'il a obtenu 33% des suffrages. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'il est en train peut-être de se rapprocher de l'envie d'avoir le pouvoir et de participer plus directement? C'est possible, mais il y a un risque, c'est que, évidemment, il est plus facile d'être dans une semi-opposition que de partager les responsabilités du pouvoir. En tout cas, actuellement, la constatation sans doute la plus importante de la vie politique italienne, c'est cette perte de vitesse du Parti communiste. La nuit dernière, le Sénat italien a approuvé à l'unanimité le projet de loi sur les élections du Parlement européen au suffrage universel. Et il y a 15 jours, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, la Chambre des députés avait approuvé le projet toujours à l'unanimité. C'est-à-dire que l'Italie devient donc le premier pays de la communauté européenne à dire oui au Parlement européen. Ce qui est frappant, c'est donc cette unanimité. Elle signifie que les communistes italiens ont voté pour. Il y a là une position originale quand on sait que les communistes français ont toujours montré leur désaccord et leur refus de cette évolution des institutions de l'Europe. Les communistes italiens ont toujours fait preuve d'originalité, et pas seulement dans le déroulement de leurs meetings comme celui-ci pour les élections provinciales de la région de Rovigo. Ils ont été les premiers à dire que le mouvement communiste n'avait pas besoin d'un centre unique. Ils ont inventé l'eurocommunisme. Et puis voilà que, contrairement aux communistes français, ils sont favorables au Parlement européen, élu au suffrage universel. Giancarlo Pajetta, membre de la direction du Parti communiste italien, sera candidat au Parlement européen. Il se présentera aux élections de 78. Tout le monde ici est européen. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas voyagé l'Europe en cherche de travail ou qui n'a pas quelqu'un qui est en train de le faire. Et alors, je crois que la nécessité d'une collaboration et la nécessité d'être présente, de n'être pas représenté seulement par le gouvernement, mais d'avoir une représentation directe comme les élections peuvent donner, tout cela est entendu. Même si les communistes italiens dénoncent eux aussi l'Europe des monopoles et du grand capital, ils pensent qu'il vaut mieux y entrer pour la modifier plutôt que de rester à l'écart pour des raisons idéologiques.
Et le meilleur moyen d'influer sur les décisions du Parlement européen, c'est d'y faire siéger le plus possible de députés communistes. Mais pour vous, le Parlement européen, ça sera un peu l'eurocommunisme. Bon, sera un domaine dans lequel les communistes européens des pays de la communauté vont se battre. Je ne crois pas qu'il y aura une majorité communiste, peut-être il y aura une majorité de gauche, ce serait déjà une chose importante. Le fait que les communistes italiens soient favorables à l'Europe provoque évidemment une interrogation. Comment se fait-il que les communistes français y soient opposés? Il n'y aurait donc plus de mouvement communiste international. Il y a des différences, oui, et nous pensons que c'est naturel, parce que nous sommes contre le monolithisme, même dans notre parti. Imaginez-vous si nous pensons que tous les partis communistes doivent répéter les mêmes choses. Nous avons hérité de Togliatti ce mot d'ordre, l'unité dans la diversité. Et c'est vrai, entre nous et les communistes français, sur la question de l'Europe, il y a une différence. C'est évident et nous n'avons rien à cacher. L'Europa può andare a sinistra. L'Europa può... Giancarlo Payette, futur député communiste au Parlement européen, explique aux militants pourquoi il faut entrer dans l'Europe pour la faire virer à gauche. Aucun militant de cette section du parti de Contarine, près de Bologne, ne contestera les propos de Paietta. On n'a jamais entendu parler de divergence à l'intérieur du parti sur la nécessité de participer à une Europe politique. Vous avez entendu l'avis il y a quelques instants du président de la République française en direct de Rome, justement sur la situation différente des communistes français et des communistes italiens. Un livre a fait scandale ici en Italie, peut-être à cause de son aspect prémonitoire. L'histoire, la réalité et en même temps l'imaginaire se retrouvaient d'un coup. Deux jeunes gens, je crois qu'ils ont 16 ans, rejettent l'Italie de la tradition, du parti de Berlinguer et des institutions. Toute l'Italie active l'a lu, est en train de le lire, clandestinement, si les cochons avaient des ailes. Toute l'Italie le lit, toute l'Italie le verra, puisque ce livre est l'occasion d'un film qui est en train d'être tourné et qui sème vraiment la querelle dans tous les partis politiques. Acte libérateur ou salutaire, récupération, en tout cas l'œuvre dérange, et elle traduit assez bien l'actualité italienne. Lotta continua sarà. La lutte sera continue. On ne s'attendait pas à l'explosion de colère des gauchistes et des étudiants italiens au moment où l'on tournait à Rome, et encore actuellement, un film justement sur les gauchistes et les étudiants. Certains plans sont même en noir et blanc pour faire croire qu'il s'agit de documents authentiques de la télévision italienne, qui n'est pas en couleur. C'est une véritable aubaine, car rien ne dit que l'agitation sera retombée quand le film sortira, dans un mois, avec en vedette la fille d'Elsa Martinelli et du comte Mancinelli, la jeune Cristiana. Comme beaucoup d'autres couches sociales du pays, la jeunesse a la fièvre. Un bon 39,8. 900 000 étudiants, à peu près certains pour la plupart, d'aller grossir les 1 200 000 jeunes chômeurs italiens. C'est un cercle infernal. Certains sont étudiants parce qu'ils ne trouvent pas de travail, un travail qu'ils n'auront pas davantage lorsqu'ils ne seront plus étudiants. La situation politique italienne ne fait pas front à la situation de l'université. Nous n'avons pas la possibilité de trouver un travail. Le départ du film, un cahier d'écolier intitulé « Journal politico-sexuel de deux jeunes adolescents ». On en a fait un livre interdit, mais qui se vend bien sûr sous le manteau. Nous sommes en Italie. Et puis, tout comme Emmanuel, en France, on en fait un film. Énorme figuration, gros budget, avec un jeune metteur en scène de 32 ans, Paolo Pietrangeli. Du journal politico-sexuel, on a surtout gardé, bien évidemment, les pages érotiques. Le côté sexuel de ce film n'est pas excessivement pornographique. Enfin, c'est ce qui se passe entre des jeunes, quoi. Et vous ne croyez pas que toute la publicité du film va être faite sur le côté pornographique, justement ? Bien sûr. C'est une opération commerciale. Ça reste une opération commerciale. Alors vous risquez d'être dénoncé par les gauchistes et par les politiques italiens. Bien sûr. Et vous vous en moquez ? Non, je ne m'en moque pas. C'est dommage pour moi, mais... Et les gauchistes dans tout ça, les vrais, que pensent-ils de l'opération?
un amphithéâtre de l'Université de Rome, entre une grève et une manifestation. C'est un livre écrit par des bourgeoises pour les bourgeoises. Et vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce livre, alors? Non, c'est une mystification complète. C'est une récupération des bourgeoises pour faire de l'argent sur le monde. Et vous savez qu'on en fait un film maintenant? Oui, et une autre mystification. Et Dieu sait si les Indiens n'aiment pas être mystifiés. Les Indiens métropolitains, c'est ainsi que se sont baptisés certains étudiants italiens. Ils se tatouent le visage comme le faisaient les Sioux ou les Apaches, parce que, disent-ils, comme eux, la société italienne nous a parqués dans nos universités. Le printemps risque d'être chaud, lotta di lunga durata, lutte de longue durée. On n'est pas prêt en Italie de fumer le calumet de la paix. Voilà, merci à Rome. Retour à Paris pour la météo et pour les sports. En ski, Stenmark a remporté le dernier slalom géant de la Coupe du Monde de la saison. Au classement final, il bat très aisément deux Autrichiens, Klaus Heidegger et Franz Klammer. Et puis Mertens a encore gagné aujourd'hui dans la semaine catalane. Au classement général final, il bat son compatriote Joseph Bruyère. La météo, pour terminer, eh bien, cette fin de semaine ne s'annonce pas très ensoleillée. Il pleuvra passagèrement sur la moitié ouest et des averses orageuses pourront éclater dans le sud. C'est dans l'est et dans le midi, vous le voyez, qu'il y aura le plus d'éclaircies. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et aussi une bonne fin de soirée. Votre prochain rendez-vous avec l'information est à 22h40. Ce sera Pierre Alain qui officiera. À 13h demain, un autre journal présenté en direct de Rome. À lundi.